Un autre grand héros de l'histoire du Canadien nous quitte, Henri Richard, 84 ans, est décédé et toute l'équipe de RDS et On Jase tient à souhaiter nos plus sincères sympathies à la famille du Canadien et de la famille Richard. Yannick Lévesque, salutations. Salutations, Martin. Ce sera une émission différente qu'on avait prévue, de circonstances, pour plusieurs raisons. Le décès de Henri Richard, qui est un icône du Canadien de Montréal, 11 Coupes Stanley. Si on se demande si Gretzky, son record, sera égalé pour le nombre de buts, je pense que pour le nombre de Coupes Stanley, Henri Richard va pouvoir dormir en paix, ça ne sera jamais égalé. 11 Coupes Stanley, c'est incroyable. Hein? Je suis allé réécouter les documentaires qu'on a sur rds.ca. Je vous invite à le faire également, entre autres la série Grand-Papa Henri, où c'est tous ses petits-fils. C'est un 25 ans d'émotion, ça, je pense. Oui, exactement. D'ailleurs, gros job de 25 ans d'émotion. Il y en avait encore un hier pendant le match. On a fait une courbette au show. Éric Bélanger sera avec nous dès la deuxième portion de l'émission. Bien sûr, on va revenir sur le match canadien et l'actualité dans la Ligue nationale de hockey, mais en ouverture d'émission, on aura... Il fallait faire la grande place à M. Richard qui a marqué l'histoire du Canadien, l'histoire du hockey et l'histoire sportive au Québec, Martin. Absolument. Si on parle de petits joueurs aujourd'hui qui tentent de se tailler une place dans la Ligue nationale de hockey, ça commence avec Henri Richard. Puis on a décidé de rentrer en contact avec deux légende du monde du sport, du sportif et même actif. Bertrand Raymond sera avec nous un peu plus tard, mais on commence ça avec Mario Tremblay. Mario, salut. Salut Martin, salut Yannick. Salut Mario. Ben, ça va Mario, mes sympathies. Ça va bien les gars, vous autres? Ça va bien, mes sympathies Mario. Pardon? J'ai dit on t'offre nos sympathies. Ah, merci, t'es gentil. Ben oui, merci. Ben écoute, c'est quand j'ai appris la nouvelle ce matin, quand justement Yannick m'a appelé tantôt pour m'annoncer ça ce matin. Écoute, dans le fond, évidemment, comme tout le monde, j'ai beaucoup de peine aujourd'hui du décès d'Henri. Mais par contre, je me souviens d'avoir rencontré sa femme, Lise, il y a à peu près 2 mois et demi, peut-être passé. Puis elle me disait qu'Henri, ça allait pas tellement bien. Puis comme tout le monde le sait, il était malade de la maladie de l'Alzheimer depuis plusieurs années. Moi, pour avoir perdu ma femme, il y a 4 ans passés, suite au cancer. Alors, je pense que c'est un peu une délivrance pour lui aussi, pour Henri, puis pour toute sa famille. Tu sais, c'est pas comme une mort subite, là. Alors, c'est très triste, mais que voulez-vous, c'est ainsi va la vie. Mais moi, je garde quand même des souvenirs absolument incroyables. Puis, je me souviens très bien, quand je suis arrivé avec le Canadien à 18 ans, Henri en avait 38. On a 20 ans de différence. Henri avait pratiquement l'âge de mes parents. Alors, à un moment donné, on est dans le vestiaire, puis... il y avait un rouleau de tape là, qui était sur le banc. Fait que je dis, Monsieur Richard, pourriez-vous me passer le rouleau de tape? Là, il me regarde avec ses grands yeux. Il dit, mon nom, c'est Henri. C'est pas Monsieur Richard. Donc là, j'ai dit, OK, mais là, imaginez-vous le contexte. Tu as 18 ans, puis alors, j'ai tes parents, tu joues avec lui. Comment peux-tu peux pas l'appeler par son prénom? C'est Monsieur Richard, comme tout jeune homme doit faire avec la politesse. Mais tu sais, puis je me souviens très bien. Puis, tu sais, Henri, c'était un peu comme Maurice. Il y avait ça dans la région. Parce que quand Guy Carbonneau et moi, on a eu notre tournoi de golf à Chicoutimi pendant 10 ans, je pense qu'Henri est venu 4-5 fois. Après ça, j'ai eu mon tournoi de golf au Lac-Saint-Jean par moi-même. Henri est venu encore 3-4 fois. Alors, Henri, comme Maurice, c'est des gens qui aimaient beaucoup la région. Je me souviens de son frère Maurice, lui, il venait à la pêche à la Wananiche au Lac-Saint-Jean avec Alonzo Tremblay à Chambord. Puis ça, c'était en raison avec Laval Tremblay, la Jean Monson au Lac-Saint-Jean. Alors, on dirait que quand il y en a en région, ils se sentaient bien. On sait que ce sont 2 gars de Montréal, mais puis dans ce temps-là aussi, les comme Henri puis Maurice, c'était des hommes, je vous dirais, peu de mots, mais par contre, quand il embarquait sa patinoire au bout de là, s'il y avait eu un mur de briques, il serait passé à travers. Il n'aurait pas fait le tour, eux autres, ils passaient directement dans le mur. Comment il était, Mario, dans le vestiaire? Parce que là, tu as parlé de tes débuts quand tu es arrivé, mais une fois là, que tu es établi dans le vestiaire, ça se passait comment, Henri Richard? T'sais, souvent, on dit que les Jean Béliveau, des Maurice Richard, ils dégageaient une prestance, ils dégageaient une aura. Est-ce que c'était la même chose avec M. Richard, avec Henri? C'est pareil, Yannick, même affaire. Tu sais, quand il y a des jeunes joueurs du Canadien aujourd'hui qui rentrent dans le vestiaire et qui voient chez Weber, puis il va dire, wow, chez Weber, c'est quand même quelqu'un, là. Mais c'est pareil pour nous aussi, tu sais, les Béliveau, les Henri Richard. Puis je me souviens, Henri, tu sais, nous autres, là, quand Henri a pris sa retraite après la saison 74-75, mais tu sais, dans le salon des anciens au Forum,
les gars, ils venaient tout le temps au match. Fait que nous, on était quand même près d'eux, puis l'été, on jouait à la balle ensemble. On a joué au hockey ensemble avec les anciens Canadiens. Alors, c'était une grande famille. C'est pas comme aujourd'hui. Puis dans le temps, on était quoi, 10, 11 francophones dans le club. Ouais, alors, quand ces gars-là ont pris leur retraite, mais on était quand même très proche de l'équipe. Fait que même, je me souviens, moi, quand j'ai dirigé le Canadien, j'arrêtais toujours voir les anciens dans le salon des anciens Canadiens, puis ils prenaient une bière avec eux, on allait leur jaser un petit peu. Alors, évidemment, au fil des ans, plusieurs sont décédés. Alors, évidemment qu'il y a beaucoup moins d'anciens maintenant dans le Salon des anciens Canadiens. Mario, le podcast, je te cacherai pas, c'est un auditoire beaucoup plus jeune de qu'est-ce qu'on est habitué. Et sans se tromper, les gens qui nous écoutent n'ont pas vu jouer Henri Richard. Non. Et en ont entendu parler, mais même pas de la génération la plus proche d'eux, c'est la génération avant. Ah oui, tout à fait. Fait que, quand tu nous livres des histoires que tu connais d'Henri Richard, ça permet aux jeunes qui nous écoutent de savoir, de connaître la légende. Parle-moi de l'histoire de sa sortie publique contre le coach McNeil, puis gagne une Coupe Stanley après avoir marqué le but égalisateur, le but gagnant, puis après ça, c'est Bowman qui rentre. C'était des déclarations, là, ça se ferait pas aujourd'hui, ça. Non, pas vraiment, non. Puis, on va dire, dans le temps, c'est dans le temps, là. Mais par contre, pour les jeunes qui nous écoutent, là, vous savez, là, on regarde là, le gabarit d'Henri Richard, là. Et puis aujourd'hui, il y a des choses qui ne changent pas dans le temps ou aujourd'hui. Tu sais, Henri Richard, comme j'ai dit, c'est un petit joueur, mais dans le fond, c'est un grand homme. Tu sais, il a joué 1256 parties dans la Ligue nationale. 11 Coupes Stanley, là, les jeunes qui écoutaient ça, là. 11 Coupes Stanley, ça c'est du jamais. Ça se verra plus jamais. Non, ça sera pas battu. Mais tout ça pour dire aux jeunes, là, c'est qu'aujourd'hui, là, d'avoir la foi, puis le désir, puis le travail, tu peux réussir n'importe quoi. Puis c'est ce qu'Henri a fait. Puis Henri, dans le fond, a joué dans l'ombre de son frère, le Rocket, qui lui était l'idole du peuple québécois. Souvenez-vous, dans le temps, là, ça avait beaucoup de joueurs anglophones, mais quand le Rocket est arrivé avec le Canadien, alors comme j'ai dit tantôt, c'est sûr que le Pocket, lui, a joué dans l'ombre de son frère. Mais quand même, quelle belle carrière il a connue. Puis comme je disais tantôt, ce sont des gens de peu de mots, mais par contre, sur la patinoire, lorsqu'ils y étaient, au début de là, ils donnaient leur corps, leur cœur et leur âme. Lorsqu'il portait l'uniforme du Canadien de Montréal. On est en conversation avec Mario Tremblay. Vous avez une question pour Mario pour apprendre sur le Pocket, excusez-moi, Richard. N'hésitez pas sur nos pages sur Facebook à poser votre question. Mario ou Bertrand pourront y répondre. Moi, j'en ai une pour toi, Mario, tu sais, un peu dans la même veine que Martin vient de lancer aux auditeurs là, qui vont te poser des questions. Si je te demande, puis je sais que tu vas me dire c'est boiteux là, comme comparaison, mais je te demanderais de me comparer le style d'Henri Richard, le genre de joueur de hockey qu'il était, à un joueur aujourd'hui actif dans la Ligue nationale. Ça pourrait se comparer à qui? Ben, je te dirais, dans le cas d'Henri Richard, c'est un gars là, qui n'était pas le gars qui faisait le plus de feintes, mais c'était un joueur de centre, droitier, qui, en raison de sa rapidité, Yannick, était capable de contourner les défenseurs adversaires. C'est un peu ça, sa marque de commerce, Henri Richard. Puis c'est sa ténacité, son endurance, sa force de caractère. Je pourrais peut-être la comparer un peu avec Carbeau jusqu'à un certain point. Là. OK. Dans le sens que de la connaissance du hockey. Joueur complet. Joueur complet, exactement, ouais, c'est ça. Peut-être une petite comparaison que je pourrais faire, ce serait avec Guy Carbonneau, je te dirais. Ça a duré combien de temps, Mario? Puis tu sais, toi, tu étais un jeune homme quand Henri Richard jouait au hockey, là. Dans tes souvenirs, ça a duré combien de temps le spectre de Maurice Richard autour de Henri? Ouais, ça a toujours duré, Martin. Je pense que ça, c'était étiqueté là, quand même un bon bout. Évidemment, quand le Rocket a pris sa retraite, je pense qu'Henri a eu plus de place pour lui après ça. Mais quand les deux ont joué ensemble, j'ai oublié ça, là, c'est Rocket. Mais comme je viens de mentionner, je pense qu'après que le Rocket a pris sa retraite, je pense qu'Henri a pris plus de place. Il est devenu le capitaine du Canadien de Montréal, avec tous les respects que l'organisation avait envers lui. Puis justement, l'année qu'Henri a pris sa retraite, Henri avait gagné 11 Coupes Stanley, comme j'ai mentionné tantôt. Et après qu'il a pris sa retraite, nous, on a gagné 4 Coupes Stanley consécutives. Alors imaginez-vous si Henri avait continué à jouer, peut-être qu'il aurait gagné 15. C'est absolument phénoménal. Puis je me souviens très bien, les gars, quand on a gagné nos Coupes Stanley, il y avait la taverne à Toe Blake, il y avait la taverne à Henri Richard, il y avait la brasserie à Yvan Cournoyer. Et après chaque conquête de nos Coupes Stanley, on amenait la coupe chez Toe Blake. Après ça, on allait chez Henri Richard. Après ça, on allait chez Yvan Cournoyer. On a fait ça pendant 4 ans de temps. 4 ans là, en ligne où on amenait. Puis parce qu'on disait, ça, dans le fond, c'est un peu une redevance pour ces gars-là.
juste pour vous prouver à quel point la grande famille du Canadien était respectée. Et c'est tellement... Vous auriez dû voir les visages de Joe Blake, puis d'Henri, puis d'Yvan, quand on arrivait là avec la Coupe Stanley. Dans ce temps-là, la plupart des joueurs fumaient le cigare, les pichets de bière sur la table. Puis, écoute, j'ai tellement eu du bon temps, des bonnes années quand on a fait ces choses-là. Là. C'est tellement agréable à faire. Écoute, Mario, c'est drôle que tu dises ça. Pas mon premier, mais un de mes plus gros souvenirs de mon père qui est décédé aujourd'hui. Oui. Il est venu me chercher à l'école, me fait manquer l'école pour m'amener au 12, la taverne de Yvan Cournoyer, pour aller rencontrer les joueurs du Canadien. Puis ça, c'est les années 80 avec Craig Ludwig qui m'avait impressionné. C'était un pan de mur incroyable. Ben, écoute. C'est sûr que c'est marquant. Moi aussi, j'en ai plein de souvenirs comme ça. Puis là, on voyait une photo, puis on la voit derrière nous, Mario. Où, sur la photo, il y a Yvan Cournoyer, Henri Richard, Guy Lafleur, Ken Dryden. Ma question, elle est la suivante. Henri était le capitaine. Quand il a pris sa retraite, c'est Yvan qui est devenu capitaine. Donc, ça a été... Et je sais que tu as une relation très proche avec Yvan Cournoyer. Sais-tu de quelle façon s'est fait la passation du flambeau, si on peut appeler ça comme ça? Aujourd'hui, ça n'existe plus. Le gars s'en va, puis il y a un nouveau capitaine, puis c'est fini. Mais dans ce temps-là, de Québécois à Québécois, est-ce que Henri a donné quelques conseils à Yvan? Comment ça s'est passé pour que le transfert de rôle de capitaine se fasse à ce moment-là, dans des années glorieuses du Canadien? Ben, je te dirais, là, Yannick, c'est une bonne question. Je te dirais là-dessus que il faisait voter les joueurs, mais en bout de piste, c'était l'organisation qui décidait qui était pour le capitaine. Je pense que c'était les gars qui avaient plus de notoriété, ceux-là que ça faisait le plus longtemps qui étaient là, qui avaient gagné des Coupes Stanley. C'est un peu ça la tradition qui s'est poursuivie. Puis après Yvan, c'était Serge. Puis après Serge, c'était Bob Gainey. Puis après Bob Gainey, c'était Guy Carbonneau. Alors, c'est un peu ça la tradition qu'il y a eu chez le Canadien de Montréal. Mais encore une fois, comme je mentionnais, Henri, c'est un homme de peu de mots. Sauf que, puis Yvan, c'était pareil. Puis Bob Gainey, c'est pareil. C'était pas les plus gros jaseux, nos capitaines, là. Mais c'était des gars, par contre, que lorsqu'ils mettaient le chandail sur le dos, au début de là, c'était là que le capitaine est rentré en ligne de compte. C'est un peu comme... C'est un peu comme aujourd'hui. On n'a pas le plus grand jaseux comme capitaine non plus, avec chez Weber. Mario, c'est vrai. Mario, je comprends pas. Comment ça, tu n'as pas été capitaine? Parce que j'ai pris ma retraite, puis je suis assistant capitaine. Je le sais, Mario, je le sais, je te fais souvent. Il jase à trop, lui. Il jase à trop, Mario. Parce que moi, j'avais trop une grande gueule. Mario, penses-tu que le Canadien va faire... Ben, c'est sûr que le Canadien va faire quelque chose de spécial, mais il y aura assurément, lors du prochain match à domicile, mardi, un moment qui sera observé. Il y aura, j'imagine, plusieurs anciens qui seront sur place pour lui rendre hommage également. Es-tu au courant, là? Sais-tu si le Canadien vous a déjà approché? Non, je suis pas au courant du tout, Yannick, mais juste pour revenir un peu à ce que Martin disait tantôt, quand il parlait de son père qui allait chercher à l'école. Moi, mon père m'avait dit, écoute, là, j'avais 18, mon père avait 39, avait quasiment l'âge d'Henri. Puis mon père a toujours été un grand fan du Canadien de Montréal, OK? Puis c'était le Rocket, puis c'était Jean Béliveau, puis c'était Jean-Guy Talbot, puis c'était Henri Richard. Puis là, mon père m'avait dit, quand j'avais été rappelé par le Canadien, mon gars, t'es tellement chanceux de jouer avec Henri Richard. Imagine-toi, là, imaginez-vous ça dans vos petites têtes d'adolescents, là, quand votre père vous dit ça, tu joues dans la Ligue nationale avec Henri Richard. Ah ouais. Écoute, une minute, là, c'est quand même du bonbon, là, tu sais. Fait que c'est un peu ça l'histoire de Mario avec Henri Richard. Des numéros 16, on a vu, j'imagine, à l'époque, énormément dans les rues, parce qu'aujourd'hui, c'est une autre affaire. Ils ne jouent plus au hockey dans la rue, les jeunes. Mais à l'époque, ça jouait dans la rue. Tu sais, ça a été le numéro 9 pendant des années. Puis on a vu beaucoup de numéro 16 également. Exactement. Puis encore une fois, revenir là-dessus, puis on parle d'Henri. Il faut que je dise un petit mot sur son épouse Lise. Oui. Et quand j'ai vu Lise, il y a 2-3 et demi chez Mercedes à Laval, écoute, là, puis moi, je parlais beaucoup avec Régent Hall aussi. Là. Je suis pas allé voir Henri parce qu'il faisait trop de peine. Là. Mais de toute façon, il ne reconnaissait pas grand monde. Puis je me souviens de Lise, sa femme. C'est une femme tellement, mais tellement gentille. Là. Puis quand moi, je suis arrivé à 18 ans, j'avais ma blonde Colette qui était avec moi, petite gaspésienne. Puis c'est elle, Lise, qui a pris ma femme sur son aile. Puis elle aimait tellement Colette, ça n'avait pas de bon sens, la petite Gaspésie. Puis regarde, c'était tellement du bon monde, là. Ouais. Du monde terre à terre. Pas de védétariat, rien. C'était ça la vraie vie, là. Du monde, des cols bleus, populaires, super vedettes. Mais comme Guy Lafleur l'a toujours été,
terre à terre. C'est pour ça que vous gagnez dans ce temps-là, Mario. C'est pour ça, parce que c'est à cause de tout comment ça se passait dans le vestiaire. Aujourd'hui, on voit plus ça. Ça marche plus comme ça. Mario. Ça a changé beaucoup, mon Yannick. Ah oui, il va falloir que je te laisse aller bientôt parce que tu as d'autres engagements, Mario. Mais avant, là, je veux lire le commentaire d'un de nos auditeurs, Marco Ouellet, qui dit « Étant adolescent, fin des années 80, j'ai travaillé comme boss boy pour le restaurant Le Bovin à Montréal-Nord et j'ai eu la chance de rencontrer les frères Richard. Je garde un très bon souvenir. Celui qui va battre le record de 11 Coupes Stanley, il n'est pas né encore. » Non, ça, c'est sûr. Il n'est pas né, puis il n'y en aura pas d'autres. Inquiétez-vous pas avec ça. Hey Mario, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je sais qu'on t'a accroché à pied levé aujourd'hui, ce midi, puis tu as pris le temps de venir nous témoigner là, à propos d'Henri. C'est très apprécié, Mario. OK, les boys, c'est toujours un plaisir. Bonne fin de journée. Merci, salut, Mario. Bye-bye. Bye, les gars. Bye. Bye. Mario Tremblay, tu sais que ce matin, tu sais, des fois, il y a des moments dans la vie que tu lances un appel à quelqu'un, puis tu sais, tu veux pas être la personne qui annonce, tu comprends? Ouais. Puis là, ben, écoute, c'est arrivé vite ce matin. Dès que moi, j'ai eu l'alerte, ça s'est fait rapidement. Ben, mon premier réflexe, même avant qu'on se parle, tu sais, j'ai appelé Mario Tremblay. J'ai dit, Mario, écoute, je sais pas si tu étais au courant. Non. Il n'était pas au courant. Non, c'est moi qui lui ai annoncé le décès d'Henri. Donc, évidemment, il y a eu un petit moment de silence. Et là, j'ai dit, garde, déjà la nouvelle, puis je te rappelle, j'aimerais ça qu'on jase ce midi. Puis il m'a rappelé 2-3 minutes après. Là, il a comme absorbé la nouvelle. Tu sais, puis ça aurait été facile pour lui de nous dire, écoute, ça vient d'arriver, c'est trop frais. Je suis pas à l'aise d'en parler, mais Mario, c'est tellement un bon gars. Là. Je le sais que Henri Richard, c'est loin de notre auditoire. Ah, tout à fait, mais il faut... Mais je connais l'histoire de Babe Ruth, puis je ne l'ai jamais vu jouer. Ben, c'est ça. Non, puis ces gars-là, Martin, il faut en parler. Ce sont des icônes, des gens qui ont marqué la mémoire collective québécoise. Tu sais, il y a eu un film sur Maurice Richard. Il va en avoir un film sur Henri Richard, je suis convaincu de ça. Si tu veux le voir, tu peux regarder Maurice, il est dans le film. Je le sais, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose. Parce que ces gens-là, tu sais, mes enfants, ils ont 15, 16, 19 ans, ils l'ont pas vu jouer, les autres non plus. Mais ils savent c'est qui. C'est-tu un nom, puis on en parlera avec Bertrand Raymond, un nom que quelqu'un a suggéré parce que tu as demandé à Mario de comparer Henri aujourd'hui. Quelqu'un qui a demandé, on pourrait-tu dire Patrice Bergeron? Puis les auditeurs s'essayent, comme je te le dis. Mais c'est pas de mauvaise comparaison. Moi, je l'ai pas vu jouer énormément, Henri non plus. Non, à 55, j'étais pas d'implant, je te l'annonce. Non, mais il a pris sa retraite en 75, je pense. J'avais 2 ans. Fait que je l'ai vu sur des cassettes, là. Je l'ai vu sur des films, je l'ai vu sur des séquences. Il a joué 16 matchs, ça se peut que tu les aies pas vus en plus. Mais là, j'avais 2 ans. C'était pas à TV en plus. Ben oui, c'était à la TV des années 70. On y jouait juste la première période. Mais non. Okay, ça, c'était les années 50. Les 2 premiers. Non, c'était dans les années 70, ça jouait. Je regarde écoute, mais faut que tu te tiennes au courant un peu plus que ça. Non, je t'agace. Martin, avant de poursuivre avec notre prochaine, je ne sais pas s'il est là, notre prochain invité, prochain collaborateur, mais juste te dire, la réaction que moi j'ai eue, moi j'ai 46 ans. Je ne l'ai pas vu jouer, mais ça fait partie de mon ADN, l'histoire du Canadien et tout ça. Et immédiatement, la première pensée que j'ai eue, c'est une délivrance pour lui et sa famille parce qu'il était malade depuis de nombreuses années, souffrait d'Alzheimer, puis c'était très difficile. Souvent, Mario nous en a parlé. Yvan Cournoyer, qui était venu à l'antichambre, en a parlé également. Tu sais, c'est difficile pour la famille quand tu vois ton père, puis là, on parle d'Henri Richard, mais il y en a plein de gens, malheureusement, qui souffrent de cette terrible maladie. Comme je te disais, le documentaire 25 ans d'émotion, exact. C'est les petits-fils et les petits... qui en parlent. C'est vraiment bon, je l'ai vu, ça. Puis je viens de le réécouter, puis en le partant, je fais OK, je l'ai déjà vu. J'ai un ami qui a perdu sa mère à la maladie d'Alzheimer beaucoup plus jeune qu'Henri Richard. Je pense qu'elle avait une 60aine d'années. La maladie ne choisit pas l'âge. Non, exact. Puis c'est comme 2 deuils que tu fais. Tu fais un deuil parce que la personne n'est pas malheureuse dans son corps, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Mais c'est toi, à un moment donné, ta mère ne te reconnaît pas, ton père ne te reconnaît pas, ton grand-père ne te reconnaît pas. D'ailleurs, dans le 25 ans d'émotion, c'est ce qu'un de ses petits-fils dit. Il dit on se ressemble, fait que je m'étais dit il allait peut-être me reconnaître. Mais tel n'était pas le cas. Tu sais que je te parlais de Mario que j'ai appelé tantôt et notre prochain invité, c'est une grande bible vivante. Il a côtoyé tous ces grands noms du hockey. À l'époque, on pouvait y côtoyer. Oui, parce qu'aujourd'hui, ça se passe un petit peu différemment et je suis assez bien placé pour t'en parler, mais j'en fais des tournages avec des joueurs de la Ligue nationale. Tu sais que c'est pas sa première apparition sur le show. Ah non, sûrement, il est déjà venu. Sur le podcast On Jase, on l'a déjà eu comme invité, puis il nous en a sorti des solides. Mais là, on a réussi
ce matin à le sortir de sa retraite. Ouais. Et Bertrand, étant tellement une bonne personne, il a accepté de s'organiser pour être disponible pour nous, parce que je l'ai vraiment attrapé au vol lui aussi. Bertrand Raymond qui est là au bout du fil, puis on est bien content de lui parler. Salut Bertrand. Salut les gars. En forme? Oui, très. Étant donné, Bertrand, comme on disait tantôt, qu'à l'époque, les journalistes côtoyaient les joueurs, Oui. je vais en profiter pour t'offrir à mon nom, celui d'Yannick, nos sympathies. Oh, écoute, nous autres, ça nous fait quelque chose, évidemment, parce que Henri, j'ai pas couvert toute sa carrière, parce que je suis arrivé sur le beat, c'était en 1971, justement, quand il avait marqué ses 2 buts dans le 7e match de la finale à Chicago. Et ça commençait drôlement bien, une association entre lui et nous. Ben oui, avec sa déclaration sur l'entraîneur, écoute, ça te donnait de la viande pour tes papiers en partant. Écoute, ce soir-là, j'étais le premier à entrer dans le vestiaire parce que, bon, Al McNeil lui avait fait sauter des tours et je savais qu'il fulminait, alors je suis allé directement sur lui et c'est là qu'il a fait sa déclaration, sa sortie. Il était furieux, il garochait des verres d'eau partout, il était dans tous ses états et... Tu sais, quand Henri était comme ça, là, il n'y a pas un joueur dans le vestiaire qui pouvait se lever pour dire « Henri, écoute, on est dans la finale de la Coupe Stanley, tu vas mettre l'équipe dans le pétrin. » Henri lui aurait donné un bon coup de poing sur la gueule si ça avait été le cas. Mais ce soir-là, j'ai été témoin d'une scène que j'ai jamais oubliée. Henri était assis dans son casier juste sur le bord de l'entrée de la porte des douches et Jean Béliveau est passé en allant prendre sa douche et tout ce qu'il a fait, il a touché le bras d'Henri. Après ça, je n'ai pas été capable de lui tirer un seul mot. Ça vous donne une idée de l'impact que Jean Béliveau avait et du respect, parce qu'il est le seul qui aurait pu faire taire Henri Richard ce soir-là. Wow. Simplement lui touchant le bras, il a passé son message. Il lui a touché le bras et ça a été final. Pas un seul mot après ça. Solide anecdote. Hey, naïvement, Bertrand, est-ce que tu as pensé que ça allait être comme ça toute ta carrière? Non. non, mais il y a eu de l'action durant cette carrière-là. Puis, évidemment, Henri a été au cœur de ça parce que c'est lui qui a succédé à Jean Béliveau comme capitaine. Puis, il a fait, je pense, 4 ans comme capitaine du Canadien. Puis, quand Henri parlait pas beaucoup, hein. Mais je peux te dire une chose, c'est quand il te regardait dans les yeux puis il te faisait une déclaration, il n'avais pas le goût de riposter. Puis moi, il y a seulement 2 joueurs que j'ai vus dans toute ma carrière qui n'ont jamais été mal cités. Henri et Guy Lafleur. Eux autres, quand ils disaient des choses qui les mettaient dans le pétrin, ils ne revenaient pas le lendemain en disant qu'ils avaient été cités hors contexte ou mal cités. Assumait. Je l'ai dit, je vis avec ça. Et Henri était comme ça. Il y avait pas de filtre, Henri. Il pouvait faire des sorties à l'emporte-pièce, mais il revenait jamais le lendemain en disant que les journalistes l'avaient mal cité. Bertrand, On Jase, c'est un podcast comme auditoire, c'est plus jeune que qu'est-ce qu'on est habitué à RDS. Puis tantôt, j'ai challengé les gens en disant, je sais que c'est pas de notre génération, puis ce qui nous a été raconté sur Henri Richard, c'est souvent pas notre plus proche relative, notre plus proche parent, mais c'est 2 générations plus loin souvent qu'on se fait raconter des choses. Donc, j'ai invité les gens à te poser des questions. Et Carl, il dit, garde, tantôt, Martin a posé la question à Mario Tremblay au sujet de à quel point Henri Richard était dans l'ombre de Maurice. Oui. Il dit, pour nous autres, aujourd'hui, est-ce que c'est comme parler de Malkin, qui est un super joueur, mais dans l'ombre de Crosby? C'est pas pareil du tout. Parce que les 2 étaient des frères. C'est encore pire. Hein? Ouais. Lui, là, il était dans l'ombre de Maurice. Il était dans l'ombre de Maurice toute sa carrière. Il a connu une carrière exceptionnelle, mais je pense que sa carrière aurait paru plus belle encore s'il avait justement pas été dans l'ombre de Maurice. Mais il souffrait pas de ça, lui. Il vivait très bien avec ça. La relation entre les 2, Bertrand, était comment entre Maurice et Henri? Ils se parlaient très peu. J'avais raconté une fois quand Maurice est décédé, j'avais demandé à Henri, est-ce que tu étais là à l'hôpital quand il est décédé? Il m'avait dit oui, j'étais tout seul avec lui. J'ai dit, vous êtes-vous parlé? Il dit, j'ai posé une question et Maurice est mort sur le coup. J'ai entendu le bip de l'appareil, le bip, son cœur venait de cesser de battre. Alors, pour une fois dans sa vie, il a posé une question à Maurice et Maurice n'était plus là pour lui répondre. Ah!
Quelle histoire! Ouais. C'est... Solide témoignage, ça, Bertrand? Solide, ça. Écoute, j'en ai oublié. Je venais de dire à Yannick que je vais y aller, mais l'anecdote, je suis embarqué dans l'anecdote. C'est une affaire, là, quand il est arrivé dans la Ligue nationale, 5 pieds 7 pouces, 160 livres, il y en a qui l'ont essayé. Hein. Puis, quand Maurice se portait à sa défense, il se fâchait contre lui. Il disait, je suis capable de prendre soin de moi-même. Puis il l'a fait un soir à Boston. Il a battu 3 joueurs dans la même soirée. Alors, lui, là, il y a une chose que tu peux dire d'Henri Richard, il jouait de la même façon dans tous les arénas de la Ligue. Et on ne pouvait pas dire ça de tout le monde dans ce temps-là, comme on ne peut pas dire ça de tout le monde aujourd'hui. Tu vois, quand je te dis, c'est les plus jeunes qui nous écoutent puis ils veulent tous remettre ça à aujourd'hui. Ouais. Il y a, ça vient de descendre, c'est Alexandre qui m'écrit, Alexandre Girard. Cole Caulfield, Henri Richard, 5 pieds 7 les deux. Ouais, sauf que là, on va attendre un peu avant de comparer. Écoute, je fais juste te dire, les gens, c'est certain qu'ils veulent faire les choses. Ma question m'est revenue, Bertrand. Oui. Henri Richard, qui... sa place dans l'histoire du Canadien va être où par rapport aux grands immortels? Parce que lui, il y a quelque chose que personne ne va pouvoir avoir. 11 coupes cette année. Oui. Puis c'est tellement dommage avec cette maladie dont il souffrait. Il a gagné 11 coupes, puis il se rappelait pas de ça. Ouais. Il se rappelait pas d'aucune de ces coupes-là. Puis, écoute, quand on dit les 3 plus grands du Canadien, on dit tout le temps Maurice Richard, Jean Béliveau, Guy Lafleur. Il n'est pas loin, là. Il n'est pas loin. Il a joué plus de matchs que n'importe qui chez le Canadien. Il a amassé plus de points que Maurice. Il a ses 11 coupes, un record que ça, on peut dire avec certitude qu'il ne sera même pas battu, mais même pas approché. Et moi, j'ai une chose que je trouve dommage. Il y a des statues en avant du Centre Bell et celle d'Henri devrait être là. Devrait venir compléter celles qui sont déjà là. Puis j'espère qu'un jour, on va y penser parce que quand tu parles de sa place dans l'histoire du Canadien, ben, regarde, tu regardes sa fiche, tu regardes ses coupes, tu regardes la façon dont il jouait, tu regardes à quel point le Canadien, c'était viscéralement important pour lui. Et tu peux pas dire ça de ben du monde. Parmi ceux qui ont porté le chandail tricolore, il y en a qui l'ont fait avec panache, il y en a qui l'ont fait avec fierté, mais lui, là, il est dans cette catégorie-là. Il est parmi les grands du Canadien, ça c'est sûr. Hein? Bertrand, tu as couvert le Canadien pendant de nombreuses années. Je vais arriver à faire un parallèle avec aujourd'hui. Moi, j'ai l'occasion aujourd'hui de travailler aux abords du Canadien de temps à autre, d'être là surtout le samedi soir pour l'antichambre. Puis, j'aime toujours ça, aller voir les anciens, aller faire un petit tour au Salon des Anciens, jaser avec des Carbeau, des Mario Vincent, puis des gars qui ont marqué l'époque. Quand Henri a pris sa retraite, tout était évidemment attitré à la couverture quotidienne du Canadien. Oui. Est-ce que tu le voyais régulièrement quand même? Est-ce qu'il était près de l'équipe? Est-ce qu'il allait au match au Forum? Comment ça se passait avec lui? Henri, il y avait toujours le même siège avec Lise dans un coin de la patinoire, pas tellement plus haut que les baies vitrées. C'était ses billets de saison et il était là à tous les matchs quand il était en santé. Et quand il a cessé d'être là, on s'est informé, puis c'est là qu'on a vu que, bon, sa condition ne lui permettait plus d'aller voir les matchs canadiens, mais il était là à tous les matchs. On le voyait, et les gens le respectaient. Hein. Il passait pas la soirée à signer des autographes. Lui, il était là pour voir le match, puis tu voyais qu'il avait toujours les yeux rivés sur la patinoire. Il savait ce qui se passait. Il suivait le match. Et est-ce qu'il commentait un peu publiquement les performances quand ça allait moins bien ou tout ça? Tu sais, des fois, aujourd'hui, on entend les anciens commenter. Guy Lafleur fait des commentaires de temps à autre. Est-ce qu'Henri le faisait, lui, durant les années 80, par exemple? Pas beaucoup. Pas beaucoup, parce que c'était quand même un gars qui était très discret puis qu'on rencontrait pas tous les jours comme Béliveau, comme Cournoyer et ces gars-là. Et on le voyait puis on le saluait puis tu savais que si tu posais une question, la réponse, ça serait probablement plus courte que ta question. Alors, on s'aventurait pas tellement à moins qu'il se passe vraiment quelque chose d'important, comme quand Maurice est mort, évidemment, il a été beaucoup sollicité par les autres médias à cause de sa relation qu'il avait avec lui. Ouais. Mais il reste que c'est pas le gars qui pouvait se prononcer sur les misères ou sur les grandes victoires du Canadien comme le faisait Jean Béliveau. Bertrand, il y a quelqu'un qui dit « Attendez une seconde, c'est pas juste les jeunes qui écoutent le show. » Raymond Dervaux dit « J'ai vu
Henri Richard dans les années 70. Et pour moi, Brendan Gallagher ressemble beaucoup à Henri Richard, le meilleur après Jean Béliveau, selon lui. Oui, écoute, c'est pas une mauvaise comparaison. Je dirais même qu'il était, il était supérieur à Gallagher. Ouais. Il jouait avec la même fougue. Récoltait plus de points, mais quoique Gallagher on commence à être habitué à le voir marquer une trentaine de buts par saison. Alors, écoute, la comparaison est bonne, mais j'hésiterais beaucoup à comparer n'importe quel joueur à Henri Richard à cause de tout ce qu'il a accompli, évidemment. Puis Tobley qui nous disait tout le temps, là, Henri est plus complet que Maurice. C'est incroyable, ça. Maurice était un meilleur marqueur, bien évidemment, un marqueur plus naturel, mais un gars plus complet que le Rocket, c'était le Pocket Rocket. Mais il y avait le même feu dans le regard, les deux, hein? Les deux, c'était identique. Tu sais, souvent, on fait, encore aujourd'hui, même dans le vestiaire du Rocket à Laval, on fait référence au regard de Maurice. Mais Henri avait un peu ça aussi, là. C'est sûr, c'est sûr. Puis quand c'est ça, je disais tantôt, quand il te parlait, là, s'il y avait un reproche à te faire, je peux te dire que tu ripostais pas. Je me rappelle à ma première saison sur le beat du Canadien, on est à Philadelphie dans les séries éliminatoires, puis on attend le match dans l'après-midi. Je suis assis dans le lobby de l'hôtel et je lis le journal et j'ai les deux pieds sur la table qui est devant moi. Puis Henri est arrivé puis il m'a dit « Hey, toi, mets-tu les pieds sur la table chez vous? » Puis, je te le dis, une affaire, j'ai plus jamais mis les pieds sur une table. J'ai pas riposté, je suis resté éberlué par cette attaque-là. Mais lui, il avait des principes. Oui. Puis on me dit qu'à la maison, c'était la même chose. Quand il disait quelque chose, il fallait que ça passe par là. Je peux te dire que j'ai eu une leçon cette journée-là. C'est la génération. Ça, c'est la génération, Bertrand. Tu sais, tantôt, tu disais qu'il ne parlait pas. Le documentaire qu'on a sur nos ondes, 25 ans d'émotion, les petits-enfants disaient, notre grand-mère venait nous voir et elle disait, ton grand-père t'aime beaucoup, il est fier de ta réussite scolaire, tout ça, mais il ne parlait pas. C'est cette génération-là. Là. Oui, c'était le... Il y avait ce manque de rapprochement entre les enfants, puis même avec Lise, c'était pas toujours drôle. Là. Il disait que il aimait ça quand Lise faisait des commentaires sur le match qu'il venait de jouer, mais elle dit quand il embarquait dans l'auto et qu'il avait perdu, elle dit il était pas parlable. Je me risquais pas à commenter ce qu'il avait fait durant la soirée. Cette génération-là n'avait pas le « je t'aime » facile. Tu sais, aujourd'hui, à nos enfants, c'est facile, on dit ça au quotidien. Mais tu sais, à cette époque-là, oublie ça. Là, non, ces enfants, ils n'ont jamais entendu ça. Là. Et puis, tu sais, peut-être que ça leur a pas manqué parce que c'était dans l'air du temps. Mais c'est effectivement, sur le plan affectif... je me rappelle, Lise m'avait raconté quand une de ses façons de la demander en mariage, elle avait dit je vais peut-être avoir besoin de toi plus tard. Mais voyons donc! Il y avait des façons de dire les choses qui n'étaient pas avec une très grande douceur, mais il passait ses messages pareils. C'est clair. Qu'est-ce que tu aimerais, Bertrand, que les plus jeunes qui nous écoutent se souviennent d'Henri Richard si tu avais une chose? Un corps de poids coq dans un cœur de poids lourd. Wow. Ça, c'est Henri Richard. C'est bon. On est-tu d'accord, les gars, pour dire que c'est pas juste à Montréal qu'on va tenir une minute de silence, mais à travers la Ligue nationale de hockey? J'ose espérer. Oui. Tenir un moment de silence? J'ose espérer. Oui, mais je ne sais pas si on va le faire, mais je pense qu'en regard de ces 11 coupes cette année, il est bien possible que ça se fasse dans tous les arénas de la Ligue, y compris demain soir, quand on va, après avoir honorer un grand Québécois des Panthers de la Floride quand on va retirer le chandail de Luongo. Je pense qu'il y aura une note qui devrait être faite pour Henri Richard aussi. Assurément. Je sais que la Ligue nationale a déjà commenté. Gary Bettman a émis un commentaire ce matin, un communiqué qui est sorti il y a quelques minutes. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le lire parce qu'on entre en ondes. Je ne sais pas si en faisait mention, mais déjà la Ligue nationale, évidemment, a réagi à cette triste nouvelle ce matin. Bertrand, un gros merci. Incroyable. Ces minutes-là nous ont permis d'encore mieux connaître Henri Richard, puis ça a été des anecdotes savoureuses. Je sais que Bertrand, tu es à la retraite, mais immédiatement tu as accepté, tu t'es organisé pour nous rendre service et nous rendre ces beaux témoignages-là. Et sache, mon cher ami, que c'est très apprécié. Ça me fait plaisir, messieurs, puis
faudra jamais oublier la grandeur du personnage qui vient de partir aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Bertrand Raymond, merci beaucoup. Bertrand Raymond, un énorme merci. Bon, on va se rejaser pareil à m'emmener. Bonne journée, messieurs. Bye-bye. Une Bible, hein? Bertrand Raymond, une Bible. Il y a tellement d'histoires. Bon, monsieur. Moi, quand j'ai commencé, il y en a des journalistes, je vais vous le conter, l'histoire. Puis Éric Bélanger est là, on pourrait dire salut. Éric Bélanger, salut. Salut, messieurs. Tu le sais, en plus, ce que je vais compter, Éric, là, hein, lui, c'est un journaliste qui arrive, puis moi, je suis un outsider complètement. Puis il y en a des vieux de la vieille qui nous font des commentaires, comme vous n'êtes peut-être pas à notre place, etc. Bertrand Raymond, au contraire. Félicitations, tu travailles fort, je le vois. Ah oui, il est gentil. Moi aussi. Grosse classe. Tu vous le mieux ou pas, là, moi, il a tout le temps été classé avec moi. Je ne sais pas si tu as eu la chance de le croiser, Éric, à RDS. À RDS, peut-être une couple de fois, mais pas souvent. OK. Moi, je vous raconte vite, puisqu'on est dans les anecdotes. Bertrand Raymond, une de mes premières affectations à RDS, parce que j'ai été longtemps à la radio, mais à RDS, je suis au Centre Bell, un des premiers matchs. Puis quand tu arrives dans le salon Jacques Beauchamp en haut, ça, pour les gens qui ne le savent pas, c'est qu'au 7e étage du Centre Bell, au 8e, il y a la galerie de presse, puis au 7e, il y a une espèce de salon qui est un restaurant pour les médias et les gens des équipes. Et les hot dogs gratuits. Oui. Et là, tu arrives là, la première fois que tu rentres là, Éric, tu es peut-être déjà allé comme joueur, hein, parce que quand les gars ne jouent pas souvent, ils vont prendre le repas là avant le match. retraite quand je commençais à RDS. Bon, c'est ça. La première fois que tu arrives là... C'est quoi tu essaies de dire qu'Éric était LT Scratch? Non, mais c'est sûrement arrivé dans sa carrière qu'il n'a pas joué un match à un moment donné. Come on! Et là, j'arrive là la première fois... Puis, écoute, je suis intimidé, là. Tu sais, là, tu vois les Bertrand Raymond, Jean Tremblay, puis tu sais, les gars, des figures marquantes, Richard Garneau, puis là, tu fais comme, OK, tu sais. Fait que là, je prends mon petit billet, je vais chercher mon assiette, puis là, je me cherche une place seule, tu sais, pour être assis. Je veux pas aller me mêler à personne. Pourtant, les gens vous me connaissez, les gars, là, c'est pas trop ma nature d'être discret. Et là, je m'assois, et là, à un certain moment donné, Bertrand Raymond se lève, vient me voir, me donne la main, se présente. Imagine, il n'y a pas besoin de se présenter. Moi, j'avais besoin de me présenter. Et immédiatement, il m'a dit, écoute, si tu as besoin de quelque chose, tu as des questions, je veux pas que tu te gênes, je te connais, je t'ai entendu à la radio, je te vois RDS, tu commences, le jeune James. Tu sais, t'es pas obligé de faire ça, là. Non, moi j'arrive dans ce jungle-là, et c'est ce jour-là que ma relation avec Bertrand Raymond a pris naissance, et j'ai toujours eu un énorme respect pour ce monsieur-là. Puis quand je l'ai appelé aujourd'hui, écoute, il était à l'extérieur, là. Il était pris, il était occupé, là, puis il était à la retraite, là, puis il m'a dit, Yannick, donne-moi une demi-heure, je vais me revirer de bord. C'est organisé pour être de retour chez lui, ligne dure, pour être sûr que ça fonctionne. Tu sais, merci beaucoup. Merci. Les gens sur Facebook, il y a beaucoup de gens sur Facebook, et contrairement à d'habitude, là, parce que le beau Éric Bélanger vient d'arriver, on ne flushera pas Facebook. Ah bon, on regarde Éric, Facebook, RDS.ca, Coast to Coast, all around the world. Il y a un beau sourire, hein? Il y a le sourire d'un coach qui a gagné, que ça va bien. Oui, ben écoute, ça a été pas mal plus difficile qu'on pensait hier, honnêtement. Le collège Esther Blondin nous a donné du fil à retordre. Puis je pense que ça a été bon d'avoir l'adversité un peu en première ronde parce que disons qu'on a eu une fin de saison plus facile qu'on aurait pensé avec les matchs qu'on avait en fin de saison. Puis écoute, on a marqué 12 buts dans nos 2 premiers matchs, donc on pensait que ça allait être facile, ils sont sortis forts. Puis F. Gascon a fait tout un travail dans le filet hier. Là. Elle a gardé son équipe dans le match. Puis on a trouvé une façon de gagner en supplémentaire. Mais le coach faisait 100 pas en arrière du banc hier, les boys, je peux vous le dire. Ben, c'est une victoire quand même. Hey, avant de sauter dans l'actualité de la Ligue nationale de hockey, du Canadien, etc., c'est quand même une émission spéciale au sujet du décès d'Henri Richard. Tu as joué. Je ne sais pas si tu as déjà croisé le monsieur. Souvenir, qu'est-ce que ça te ramène, le décès d'Henri Richard? Honnêtement, j'ai jamais rencontré M. Richard. C'est sûr qu'on sait tous c'est qui, là, le frère de Maurice et puis les 11, je pense que c'est 11 Coupes Stanley qui a gagné. 11 Coupes Stanley, Éric. 11. Ça n'arrivera plus jamais de l'histoire. Là. En tout cas, si ça arrive, je n'ai pas envie. Là. Mais c'est incroyable. Là. Ce monsieur-là a écrit le hockey du Canadien. Il a toujours été dans l'ombre de son frère. Puis ça a été un grand du hockey. Une grosse perte là, pour le monde de la Ligue nationale aujourd'hui et les gens du Canadien de Montréal. Donc, non, malheureusement, c'est une personne que j'aurais aimé rencontrer, mais j'ai pas eu l'occasion de le faire. Éric, là, on a parlé beaucoup de M. Richard, mais on va revenir un peu à l'actualité. Puis à la fin, je vais revenir un peu, je vais me garder du temps un peu pour le Midget 3. À la fin, je vais reparler de la prochaine ronde. Puis
Oui. J'ai le droit, je suis président de la Ligue, je peux en parler un peu. Tu as le droit, puis t'es à même titre que moi, tu as tous les droits. Puis on invite quand même les gens, on reste sur Facebook, sur rds.ca. Vous avez des questions pour Éric, vous vous gênez pas. Oui, tout à fait. Là, je veux qu'on revienne un petit peu sur le match d'hier, sur le Canadien actuellement. Éric, tu as connu sûrement au cours de ta carrière des moments comme les joueurs du Canadien connaissent actuellement, c'est-à-dire qu'il reste une mince possibilité que le Canadien participe aux séries. Quoique là, hier, ça vient quasiment régler ça, là. Comment on vit ça comme joueur? Là, ils sont en Floride. Aujourd'hui, il n'y a pas d'entraînement. Demain, on joue contre les Panthers. Là, si on perd demain, ça va être réglé. Comment tu vis ça comme joueur dans le vestiaire? Honnêtement, c'est très difficile parce que quand tu joues dans la Ligue nationale, oui, les gars gagnent bien leur vie et tout ça, puis on était bien traités, les joueurs sont bien traités, mais la chose que tu veux gagner quand tu joues, puis moi, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de la gagner, la Coupe Stanley, tu veux te rendre dans les séries. Moi, je l'ai vécu à ma première année, les gars, là, quand j'étais avec les Kings de Los Angeles. On avait terminé 7e. On avait joué les Wings de Détroit, qui étaient 2e. On avait perdu 2 matchs au Joe Louis Arena. On était revenu à la maison contre cette équipe-là qui était pactée de Zetterberg, Datsuk, Eisenman, les Martin. On s'en rappelle. Lidstrom. Puis nous, on avait réussi à revenir dans cette série-là. Puis ce sentiment-là que j'avais connu à ma première année dans la Ligue nationale, tu veux tellement vivre ça à tous les années et essayer de gagner la Coupe Stanley. Puis quand tu es dans une situation où le Canadien, on s'entend que même si on fait les matchs, sont capables de faire les séries de peu un bout, on le sait tous, puis eux autres à l'interne le savent que c'est difficile depuis deux mois. Là. C'est dur d'aller à l'aréna. Quand tu as des bobos, les bobos font plus mal. Quand tu es dans une disette de marquer des buts, c'est encore plus difficile mentalement. Tout est plus pesant. Tu arrives à la maison, puis à Montréal, c'est pas comme quand tu joues, mettons, à Los Angeles ou quand j'ai joué en Arizona, où que tu peux te dire, regarde, je vais aller prendre un café ou je vais aller manger sur une terrasse dehors, il fait beau, je vais me changer les idées. À Montréal, tu vas faire l'épicerie, le monde te regarde croche parce que tu es -2 là, dans la game puis tu as perdu. Donc, cette situation-là est très difficile pour les joueurs du Canadien. C'est dur de se motiver pour aller à l'aréna parce que là, tu le sais qu'il te reste 17-18 matchs. Ouais. Ces matchs-là ne veulent rien dire parce que tu ne feras pas les séries. C'est très difficile. Je vais revenir sur la game, mais là, je prends ce que tu parles présentement pour sauter dessus. Oui. À quelque part, pas les fans de On Jase, mais les autres souhaiteraient que les gars qui leur restent 13 games à jouer, je pense, soient à l'hôtel, pas en train de pratiquer en position fétale, puis sur leur pouce, puis pleurer, puis sans vouloir. Bon, c'est pas le moins que ça marche, ça. Qu'est-ce qui se passe? Êtes-vous quand même dans un état d'esprit de bonne humeur? Écoute, c'est ce qu'il faut que tu essaies de faire. Là. Quand même que tu te mettrais dans le coin de ta chambre d'hôtel en position fétiche, que tu te mets à pleurer et tu te dis hey, on n'est pas bon, on ne fait pas les séries, ça ne servira à rien, ça va empirer les choses. Il faut que tu essaies de trouver du positif, que ce soit dans n'importe quelle situation. Oui, jouer au hockey dans la Ligue nationale et gagner, c'est le travail. Mais à un moment donné, il y a d'autres choses. Il y a la santé, il y a la famille, il y a tes enfants, il y a ton entourage. Il y a des belles choses en vie. Là. Oui, les joueurs du Canadien ne feront pas les séries, mais on s'entend que c'est pas la fin du monde. Là. Il y a bien d'autres choses importantes que ça dans la vie, mais tu as un travail à faire. Il faut que tu performes à tous les soirs. Il y a quelqu'un déjà de... Éric, je te coupe la parole, mais c'est parce que tu viens me faire penser à ça. Il y a déjà quelqu'un qui a déclaré il n'y a pas juste le hockey dans la vie. Tu te rappelles de ça? Tu te rappelles de ça, cette déclaration-là? Oui. C'était Stéphane Richer qui avait dit ça. Hein? Rappelez-vous, ça avait fait un tollé incroyable. Et l'ancienne garde qui souhaitait tellement avoir des guerriers, des gars qui gagnent 4 Coupes Stanley de suite, avait été décontenancé par cette déclaration-là. Alors qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tu ferais cette déclaration-là, puis ça passerait. Ben, c'est parce que dans ce temps-là, c'était tabou. Tu ne pouvais pas dire ça. Le hockey, c'est encore une religion, mais tu ne pouvais pas dire les choses tout hautes. Là. Donc, mais c'est ça pareil. Il faut que tu sois capable de... Quand tu es dans l'aréna, tu mets tes bottes de travail puis ta tête est au hockey. Mais lorsque tu sors puis tu vis des moments difficiles, bien là, c'est le temps de se regrouper puis d'essayer de trouver le positif puis de se motiver pour le prochain match parce que faut que tu prennes toutes choses positives parce qu'il n'y en a pas dans ce moment-là là, quand tu sais que tu ne feras pas les séries. Là. Moi, un que j'ai aimé hier... Je vais t'avouer, là, hier, là, Éric, là, je regardais le match, là, puis là, à un moment donné, j'ai fait comme, là, faut que je continue à le regarder, parce que demain, on va en parler, mais j'étais quasiment prête à fermer la télécommande, jusqu'au moment où, en fin de deuxième période, j'ai vu un sursaut de caractère de Ben Sherratt, de Shea Weber, puis Sherratt aussi en troisième, à un certain moment donné, j'ai fait, bon, enfin... sont fâchés, il y a quelque chose. Me semble, ça ferait longtemps que je n'aurais pas eu un à la gorge, dans le bon sens, là. Mais
On dit, tu sais, non, mais écoute, Armia se fait frapper. Non, mais en fin de deuxième, Armia se fait frapper, mise en échec. Là, il fait rien. OK, parfait. Il rit. Le gars, il passe le gant d'en face. Il continue à rire. Ça a pris Sherrod rentrer dans le tas pour venir jeter les gants. Puis là, Weber, après ça, avec Sergachev. Hey, on peut-tu, à un moment donné, au moins faire preuve de caractère, nous montrer que vous n'êtes pas content de perdre? T'sais, là, c'est comme enfin, mais tu sais, il est trop tard, il reste 15 matchs, 17 matchs. 13, en tout cas, peu importe. La misère va terminer dans 13 matchs, mais je suis tellement d'accord avec toi, Yannick. Moi, ça fait longtemps que je dis qu'il faudrait qu'il y ait une étincelle qui soit passée, puis ça arrive même trop tard. Il reste 13 matchs, il ne faut pas essayer. C'est ça. Il est trop tard. Sauf qu'à un moment donné, moi, je pense que c'est l'accumulation de frustration qui est sortie. Là, c'est correct. On peut montrer ça comme du caractère, oui, parce que c'est deux joueurs, deux vétérans respectés. Puis chez Weber, mais moi, j'ai aimé voir ça. Puis Sergachev a quand même venu son bout. Oui, il était surprenant. Ça a été très surprenant, mais ça aurait dû arriver il y a beaucoup plus longtemps. Mais au moins, vaut mieux tard que jamais, comme on peut dire. Là. As-tu déjà connu des matchs comme hier où j'ai l'impression que c'était un Bam-Tam 2A contre un Bam-Tama? Ben, tu sais, honnêtement, hier, j'étais à mon match à Star-Blondin, fait que j'ai pas été capable de regarder le match du Canadien, mais j'ai vu les highlights, j'ai regardé sur Twitter, j'ai lu les commentaires, c'est sûr qu'on en prend et on en laisse, mais tu sais, quand t'as Carl Osner qui joue à l'avant, là, tu pars avec 14 prises en partant. Ouais, puis tu sais, il manque énormément, il manque de gars, puis là, en plus, hier, t'as Tatar, t'as Gallagher qui joue pas, tu sais, à un moment donné... Non, mais ils se sont vraiment bien battus, mettons, en deuxième période. Ils sont bien battus, on y a jamais cru. Non, mais tu sais, ils sont allés à la guerre avec des fusées à l'eau, tu peux pas gagner, c'est impossible, impossible. T'sais, on le savait avant le match, c'était impossible. Et Claude, dans ses commentaires l'après-match, a dit que ses joueurs avaient bien travaillé, mais Claude, là, il doit se rouler les yeux en voulant dire, écoute, là, j'ai un club de la ligne américaine. Ben, c'est ça, qu'est-ce que tu veux qu'il D'ailleurs, je pense que c'est Guillaume Lefrançois sur Twitter, je ne sais pas si vous avez vu la statistique, combien de matchs joués par les joueurs du Lightning dans la Ligue américaine de hockey cette année? J'ai pas qui vu. était dans la formation hier. 24. Ben, ça doit être 24. 24 matchs joués dans la Ligue américaine par la formation. Le Canadien, c'est 80. T'es dans le champ, mon gars. Ah oui, combien? Éric, tu veux prendre un chiffre? Combien de joueurs, combien de matchs joués dans la Ligue américaine par la formation du Canadien? Dans l'alignement hier, là, dans l'alignement du Canadien, il y a combien de matchs que... Au-dessus d'une centaine, 150. T'es dans le champ, toi, avec. Combien? Pas dans le champ, là. T'es champ gauche. Puis Alex, à la mise en onde, t'as été excellent, mon chum. Toi, avec, t'es dans le champ. Au-dessus de 200? T'es dans le champ. OK, mais dis-le. 296. Wow, 300 matchs. 300 matchs de Ligue américaine contre 24. Quand je te dis que c'est un Bam-Tama contre un Bam-Tam 2A, là. Non, mais c'est ça, tu sais, tu peux pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah non, tu peux pas rien faire. Ouais. C'est comme. Ça va être pareil demain, là. Tu sais, à moins que le rhume se guérisse à Brandon Gallagher, mais tu sais, Tatar n'est pas là, puis ça va être pareil demain. Ma première question, je pose toujours à Luc quand je le vois le matin, c'est: as-tu écouté la game? Puis à mes invités, tu le sais, Éric, je vais t'écrire, tu regardes la game, etc. C'est un devoir de regarder la game, je vais en parler avec le monde. Fait que, moi aussi. Là, Éric, je suis pas le mais là, lui, il avait une bonne raison. Ouais, fait qu'à matin, je croise Yannick. Yannick, tu as écouté la game. Veux-tu dire ce que tu me dis? Ben, c'est un peu ça, j'ai dit tantôt. Non, t'as dit quelque chose plus comme ça me tentait d'écouter une série en tabarnak. C'est ça. Ah non, mais écoute, c'était plate. Tu sais, avant, tu sais qu'au début, ils n'ont pas de chance. Mais, je te le dis, là, heureusement qu'en fin de deuxième, c'est arrivé, ça. Parce que là, ça m'a comme allumé un peu. Là, au deuxième entraque, j'ai dit, bon, enfin, ils vont se parler d'en face. Il y a quelqu'un qui va réagir. Je ne sais pas, casser un hockey, je ne sais pas. Faites un trou dans la glace, mais faites de quoi? Là, ils l'ont fait. Ça n'a pas rien donné. Oui, mais j'ai regardé le match de Philadelphie-Washington avant-hier. Tu sais, je veux dire, c'est comme si les Canadiens étaient dans une autre ligue. Ils ne sont pas dans la bonne ligue. Ouais, c'est ça. J'ai regardé Tom Wilson, même si lui, j'aimerais ça qu'il paye le prix à un moment donné. Je suis pas capable de le voir aller sur une place. Là. Mais il y a des games de série. Là, Ovechkin se fait ramasser en arrière du net. Wilson s'en va en arrière, essaie de ramasser. Je pense que c'est Allen, parce que je me rappelle pas lequel défenseur. Salin ou une affaire comme ça. Tu sais, c'était une game des séries. Là. Je regarde le Canadien depuis dernièrement. Là, c'est quand ils ne sont pas dans la bonne ligue. Non, c'est clair. OK, à ce temps, je vais te parler d'un gars que tu connais bien. Tu as vu les highlights en plus. Jeff Petrie, puis moi le premier, là, je voulais qu'on le garde. Le bon Petrie, je l'aime.
Puis pourquoi Jeff Petrie fait 5 millions et qu'il n'est pas premier défenseur dans la ligue quand il y a un coup de patin de feu, un slap shot excellent, des mises en échec percutantes? Parce que des fois, Jeff Petrie s'absente. Tu comprends-tu? Et sur le deuxième but, le but qui scie la banane, il s'en va sur un pinch offensif. Il n'est pas couvert. Puis là, il essaie de jouer à rondelle du bout de palette. Il arrive en retard. Puis il prend pas le gars. Je sais pas si vous avez écouté dans notre chambre hier. PJ a pété sa coche solide là-dessus. Puis là, ça finit dans le net avec une shot parfaite de Killorn. Même si Price n'a pas bien paru. Colin! C'est-tu tous les bons défenseurs dans la Ligue nationale de hockey qui ont des passages à vide comme ça, puis on voit juste Petrie parce qu'on l'a dans le cours? Bon, c'est parce qu'on le voit plus souvent, là, c'est sûr. C'est-tu ça le phénomène? Ou Jeff Petrie, c'est un peu à part des autres? Ben, gars, je vais t'envoyer ça dans 2 angles, Martin. Je vais aller avec... Si tu regardais Brent Burns puis Carlson à San Jose qui est blessé, t'aurais des cheveux gris comme les miens. Pas mal plus que Jeff Petrie. Ces gars-là, c'est 2 des meilleurs défenseurs de la Ligue. Jeff Petrie est frustrant parce que Jeff, là, il faut que tu t'attendes qu'il en ait entre 2 et 5 par game des crampes au cerveau. Ça va arriver, tu sais pas quand, mais ils vont te mettre dans le trouble. C'est quand même beaucoup, là, 5 par game, là. C'est parce qu'il joue tellement. Il est dans une situation où il est exposé beaucoup plus qu'il devrait probablement l'être. Mais si tu regardes Carlson et Burns à San Jose, c'est une après l'autre. Là. Je pourrais t'en nommer plein dans la Ligue nationale, mais Jeff Petrie, on l'a dans notre face. Ouais, c'est ça. On le voit tous les jours, puis il est mis dans des situations où il va être exposé. Mais Jeff, il a ses 2-3 par game automatique. Fait que t'espères qu'ils ne te mettront pas trop dans le trouble, mais il va en faire des erreurs, c'est certain. Hey, Éric, là, on a assez parlé du match, là, honnêtement, là, puis c'est correct, on a fait le tour, puis il n'y a pas grand-chose à dire, puis c'est probablement que demain, ça va être la même chose, mais je veux te parler de quelqu'un qui sera honoré avant le match de demain, Roberto Luongo, que tu as côtoyé énormément, tu as joué contre lui également. Parle-moi un petit peu de Roberto Luongo, tu as l'affronter régulièrement, quel genre de gardien que c'était affronté, quel genre d'individu, d'adversaire c'était sur la patinoire? Moi, j'ai joué une petite période de temps dans la ligne américaine avec Roberto. À Lowell, Massachusetts, lorsqu'on était associés, certains joueurs des Kings de Los Angeles avec des joueurs des Islanders de New York. Donc, je l'ai côtoyé. Honnêtement, ma mémoire me fait défaut trop souvent, mais il était là sur une courte période de temps, mais je l'ai côtoyé. On est allé sur la route assez souvent. Puis, belle petite ville, ça, Lowell, Mass, ouais. Ah, boy, moi, je pense que je déménagerai pas là demain matin. Non, je le sais, je suis déjà allé, va te dire, tu passes pas une fin de semaine là en amoureux. C'est épouvantable, n'amenez pas votre femme là, vous divorcez en venant, c'est sûr. Continue. Mais, tu sais, en étant québécois, il y a une connexion instantanée qui se fait normalement. Puis Roberto, c'est un gars qui avait déjà une prestance à son âge. C'est un gars qui avait réussi dans le junior, puis moi, j'avais joué contre, donc je le connaissais déjà. Puis, lorsqu'il est arrivé là-bas, on a eu une connexion tout de suite. Il est parti trop rapidement, malheureusement. Puis après ça, il est monté dans la Ligue nationale. Moi, mon parcours était un petit peu plus lent à monter, mais pour l'avoir affronté très souvent lorsqu'il était à Vancouver, c'est un gardien qui est très, très difficile à affronter. C'était un joueur qui a écrit la franchise là-bas, malheureusement, perdu en 7 contre Boston pour remporter la Coupe Stanley, mais a laissé toute une marque de commerce là-bas. Puis c'est un gars qui est très, très apprécié autour de la Ligue nationale. Comme je le disais, avait une prestance. C'était difficile de l'affronter. Puis c'est un honneur très, très mérité aussi là, avec les Panthers. Va aider cette franchise-là à avoir un petit peu de respectabilité, comme on peut dire. Ouais. Moi, je vais jouer à l'avocat du diable. Parce que là, tout le monde l'aime, Roberto Luongo. Va retirer son chandail. Il est beau, il est grand, il est fin. Moi, les souvenirs que j'ai de Roberto Luongo, puis écoute, là, il était exceptionnel, là, 50 shots avec la Floride, mais il n'a jamais été capable de les amener à l'étape suivante, que ce soit lui ou l'équipe. Les souvenirs, malheureusement, que j'ai dans la tête, c'est Roberto Luongo en grand écart dans ce fond de son net parce qu'il l'a manqué, je pense, c'est Coupe Memorial quand il était junior avec Val-d'Or. Les Val-d'Or. Oh, il était avec les Foreurs. C'est Roberto Luongo dans le fond de son net parce qu'il l'a échappé de la mythe contre Boston. C'est Roberto Luongo qui finit par se faire sortir aux Olympiques parce qu'il était assis dans le fond. C'était un peu ça, l'image que j'ai de Roberto. T'es donc bien plate, toi, avec ça. Hey, ça prend l'autre côté, man. Tu peux pas juste être dire... Le gars va être honoré de main, lui, il sort juste les mauvais côtés. C'est pas même si je vais te parler de Marc-André Fleury, tu vas me parler de sa mauvaise performance au championnat mondial. Tu sais, regarde, le gars, il a gagné 3 Coupes Stanley, il a fait d'autres choses. Tu vois, j'aurais pas été là avec Marc-André. Ben c'est tu fais avec Roberto, là. Oui, c'est l'image que j'ai. Ouais, mais là, si Carey Price gagne pas, on va dire la même affaire. Price a gagné les Américaines, il a gagné la Olympique.
Ouais, mais il n'a pas gagné. Ouais, je sais, mais il n'a pas gagné la Coupe cette année, puis il la gagnera probablement pas, là, à moins qu'il change d'équipe. Mais... Championnat mondial junior. Ah ouais, mais non, mais je trouve ça plate, là. On honore Roberto Luongo. Il a quand même Hey, connu... bravo, je vais me lever dans mon salon, je vais applaudir, il a je suis une belle content. carrière. C'est un Québécois. C'est un gars qui a apporté beaucoup aux Panthers. Hey, je suis peut-être pas tout seul avec cette impression-là. Non, c'est correct, mais je fais juste te remettre à ta place un peu. Je viens pas souvent, là, mais quand je suis là, à un moment donné, il faut que je te ramène sur la bonne track. Il me brasse plus que Luc va te dire une affaire, hein? Tabarnouche. Hey, Martin, d'après moi, tu ne pèteras pas sur la ballon, par exemple. D'après moi, il va être correct à soir, pas maintenant. Ouais, écoute, t'as pas, je vais dormir pareil. Mais pas de face. Non, c'est sûr que, malheureusement, tu as raison, là, on fait des blagues, mais c'est sûr qu'il y a des moments moins glorieux. Mais je pense qu'Éric l'a bien résumé. C'est juste parce qu'il n'a pas gagné. S'il avait gagné, on dirait qu'on oublierait ça, ces moments-là. Puis, tu sais, il y a le moment où Schneider, il prend sa job avec Vancouver. En tout cas, je vais juste vous dire ça de même. Là. Écoutez, je pensais pas que ça jetait un fret de même. Ben, c'est pas un froid. Hey, il nous reste 5 minutes. On peut-tu parler de Midget 3 un peu? OK. C'est ton émission, là. Fait que j'ose pas trop. C'est pas la mienne, c'est celle des auditeurs. Ouais, la mienne, la tienne. Les auditeurs devraient ouvrir les horizons de regarder ailleurs que le Canadien aussi. Là. C'est une bonne ligue. Il y a les séries. Je peux vous dire que c'est du méchant bon hockey en ce moment. Si les gens n'ont rien à faire, là, au lieu de se frustrer après Carey Price, allez voir une bonne game Midget 3. Hey, je vais l'engager comme porte-parole. Il est pas pire, il est coach, il est bon comme coach, mais il est pas pire comme gars de com. Non, mais le pire, c'est que c'est la vérité. Ben oui, c'est t'as du bon raison, hockey. Éric. T'as raison. Les gens, souvent, qui n'ont jamais vu de match Midget 3A, c'est souvent eux qui critiquent. Mais quand tu vas voir un match, puis moi, je l'ai fait, là, j'en ai plein. D'ailleurs, je t'invite personnellement, Martin, là, tu viendras voir un match. As-tu un club proche de Mirabel? Ben oui, t'as Saint-Eustache. Ben, Caroline, je suis niaiseux. Mon frère est président. Là, nous autres, là, en deuxième ronde, on va affronter soit Saint-Hyacinthe ou Châteauguay. Fait que Martin, je te lance l'invitation. C'est pas Guillaume, c'est pas loin. Non, Guillaume est éliminé. Guillaume, ils ont perdu. Ouais, ils ont perdu hier contre les cantonniers de Magog. Écoute, tout le monde souhaite voir une finale entre... Là, je dis tout le monde, je parle des partisans, des gens qui parlent. Moi, je n'ai pas d'opinion, que ce soit n'importe qui, ça me dérange pas. Moi, je suis le président des 15 équipes. Mais l'an passé, tout le monde s'attendait à une finale Lévis-Magog. C'était les deux meilleures équipes de la Ligue. Les Chevaliers avaient seulement une défaite en saison. Finalement, c'est pas arrivé. Dans le Midget 3, là, tout peut arriver, je te le dis. Puis on le voit là d'ailleurs avec Saint-Hyacinthe. C'est quoi, c'est-tu des 3 de 5, des 4 de 7? Le premier round, c'est 3 de 5, puis après ça, on tombe dans les 4 de 7. Non, c'est 3 de 5 jusqu'en finale. Ah non, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai, à cause maintenant de la Coupe TELUS et tout ça. Ça, je me fais chicaner. Mais c'est des 3 de 5. La finale, c'est un 4 de 7. Exact. Ce que je veux dire, c'est que là, cette année, Magog et Lévis sont encore les deux meilleures équipes au classement général. Félix Potvin, ça? Oui, Félix qui fait un travail remarquable avec les cantonniers. C'est coéquipier ennemi présentement. Oh, j'aime ça. C'est ça ta prochaine ronde? Non, mais non, lui, ça peut être juste en finale. Juste en finale, nous autres. Mais il faut se rendre en finale. Parce que là, Saint-Hyacinthe mène 2-1 dans sa série contre le séminaire Saint-François, qui, eux, ont terminé dans les 3 ou 4 premiers au classement général. Tu sais, tout peut arriver dans cette ligue-là. Moi, je retiens que j'ai été invité, Éric Bélanger. C'est ce que je retiens. Et je vais accepter l'invitation. Ça va me permettre d'aller chercher mes 2 cotons ouatés. Un pour moi, puis un pour faire tirer aux auditeurs. Des cotons ouatés des Chevaliers de Lévis? On avait-tu ce deal-là, Éric? Ben, il faut falloir que je la fasse faire. Je vais demander à mon trainer, il va peut-être me regarder croche, mais si j'en ai, je vais t'en amener. Faut que tu me textes cette semaine. Du monde de Québec nous écoute là, dans le coin de Lévis. Ben tout ça. Oui. Puis je l'ai vu, moi, le hoodie, là, c'est un beau. Il est beau, hein? On est allé en tournage avec Hors-jeu 2.0 au début de l'année. On a surpris Éric durant une pratique. Ouais. Puis on a eu bien du fun là-bas. Mais tout ça pour dire que de façon générale, il y a 15 équipes dans la Ligue et 15 belles et bonnes organisations. Puis c'est le fun, c'est du beau hockey. Puis les jeunes jouent vraiment avec le feu dans les dents. Puis eux, ce qu'ils veulent, c'est se faire remarquer puis être repêché junior majeur. Donc, si vous avez la chance d'aller voir ça, allez-y. Puis à Lévis, il y a des bonnes foules également. Hein? Ça va bien Éric, là, chez vous. Honnêtement, là, depuis le début des séries, dans le dernier match, on a eu 700, 800, 900 personnes. C'est quasiment plein. Il y a de l'ambiance. C'est le fun. T'as tout un show de musique avant la game là-bas. Ils font un spectacle. C'est quelque chose. À Lévis, c'est quelque chose. Puis les gens nous supportent. Là, plus qu'on va avancer, on espère que les gens vont venir. On a une promotion. Je pense qu'on avait une promotion, les enfants en bas de 12 ans rentraient gratuits. Fait qu'il y avait beaucoup d'enfants durant la relâche. C'est une organisation de classe. Puis les jeunes, ils veulent.
c'est rare qu'il y en a qui se pognent là derrière. Là. Moi, on va terminer là-dessus parce que l'émission se termine, mais je vais terminer, Martin, en lançant des fleurs à Éric parce que quand il a accepté le poste... Non, mais écoute, non, il faut, parce que quand il a accepté le poste Midget 3A, il faut savoir que l'an passé, c'était Mathieu Turcotte qui dirigeait, qui est maintenant avec les Voltigeurs de Drummondville comme entraîneur adjoint. Ils ont 42 victoires, une défaite. 41 victoires, une défaite. C'est ça, ils ont une défaite dans l'année. OK? Lui, il arrive là cette année, ils viennent de connaître la saison. Hein? À Lévis, tout le monde en parlait au Canada l'an passé. Il arrive là, c'est pas facile. Des chausser des bottines. Mais dans le Midget 3, c'est des cycles, ça change. D'année en année, tu peux connaître une année incroyable. L'année d'après, tu peux être dans les bas-fonds de la Ligue parce que ça marche selon le talent et ta région. Puis j'avais dit au début de saison, Éric, je me souviens, ça avait commencé tranquillement un petit peu. Hein? J'ai dit, prends ça tranquillement, tu vas voir, les choses vont se passer parce qu'il y a une bonne équipe, il y a un bon bassin, puis tout ça. Puis regarde le résultat. Terminé 2e au classement général, hein, cette saison, c'est ça? Oui, avec 10 défaites. Il y a 10 défaites dans toute l'année. Fait qu'ils ont fait une bonne job. Éric, t'as fait un bon job. 10 défaites. Qu'est-ce que t'as fait? C'est 9 de dormir au gaz. C'est ta faute. Hey, Éric, non, sincèrement, je dois te faire un petit coup de chapeau puis te saluer. T'as souhaité bonne chance également pour le reste des séries, puis je vais aller vous voir assurément bientôt. C'est vraiment gentil. Martin, si tu veux venir en match, texte-moi, ça va me faire plaisir de te recevoir. C'est sûr, Buddy. Je vais l'inviter, je vais l'amener avec moi. Je vais demander à Yann de venir avec moi, c'est sûr. Puis, parce qu'il veut pas payer. Il va amener le président pour lui faire sauver la porte. Non, I will pay. Je vais payer. Ben non. Là, je veux savoir, si t'es nommé coach de l'année, tu vas-tu quand même nous parler? Ben, c'est sûr. Les nominations ne sont pas sorties, mais on verra. OK. Non, moi, en autant que tu continues à me parler, moi, c'est juste ça qui compte. C'est sûr que je vais te parler. J'ai gagné l'année passée, je le regagne cette année, je te parle encore. All right, mon chum. Salut, Éric. On apprécie quand tu es avec nous autres, puis un gros merci, buddy. Bon week-end. Alors ça, merci, boys. Bye. Salut, bye-bye. Très sympathique. Un crew, un staff incroyable. Ça, aujourd'hui, je veux pogner une petite 8 secondes avant la fin du show pour dire bravo à Alex, notre metteur. Oui, il a fait tout un job, les images, Richard, les images, la musique, tout, vraiment solide job, le gros. Hey, c'était bien le fun, Martin. Moi, j'ai eu bien du fun. Bien sûr, moi aussi. Luc va sûrement être de retour lundi. Là. Il va être correct, je pense. C'est avec une couche, mais il va être Quand t'as besoin qu'une couche, il va l'aimer, celle-là. Quand t'as besoin, tu me fais signe. Moi, ça me fait toujours plaisir de venir jaser. C'est le fun. Les absents ont toujours tort. Oui, exactement. Il n'est pas là, c'est à lui d'être là. Bon week-end, tout le monde. Oui, merci Yannick d'être venu. Merci à Alex, comme je l'ai dit, du côté de la mise en onde. Merci. Je pense que c'est Tim qui était aux médias sociaux. Un gros merci à Tim également. Ouais, merci à toi. Merci aux auditeurs d'avoir passé votre heure de lunch avec nous. J'espère, dans la situation, que ça a été agréable. On se rejase, lundi pour une autre édition de On Jase. Bye-bye.